La seconde méthode fait appel aux coraux. En effet, comme tous les arbres ont une croissance qui dépend de la température, les coraux ont une croissance qui dépend de la température de l'eau de mer. Par ailleurs, on peut dater l'échantillon mesuré soit avec des cernes, soit avec des analyses isotopiques. Mais qu'est-ce donc une analyse isotopique? Ce qui caractérise chaque élément présent à la surface de la Terre, le fer, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, c'est le nombre de protons dans chaque atome qui le compose, que l'on appelle encore numéro atomique. Par exemple, l'hydrogène est fait d'atomes qui ne comportent qu'un proton. Le carbone est fait d'atomes qui comportent 6 protons. Jamais un de plus, jamais un de moins, sinon on change d'élément, etc. D'aucuns se rappelleront peut-être du tableau de Mendeleïev, qui décrit à quel élément on a affaire selon le nombre de protons dans l'atome. Le nombre proton est aussi le nombre d'électrons, je rappelle. Mais chaque élément possède en général plusieurs isotopes. Les différents isotopes possèdent la même quantité de protons, sinon ce serait un autre élément. Et donc la même quantité d'électrons, ce qui fait qu'ils ont les mêmes propriétés chimiques, car la chimie n'est rien d'autre que de l'échange d'électrons. Mais un nombre variable de neutrons, et donc des propriétés atomiques un peu différentes. Par exemple, tout atome de carbone possède 6 protons, mais on va trouver différents isotopes qui se différencient par leur nombre de neutrons. Le carbone 12 possède 6 protons et 6 neutrons, c'est l'isotope le plus courant. Le carbone 13 possède 6 protons et 7 neutrons, et constitue 1,1% du carbone terrestre environ. Le carbone 14, enfin, possède 6 protons et 8 neutrons, mais il est instable, radioactif. Il se forme dans la haute atmosphère sous l'effet du bombardement des noyaux d'azote par le rayonnement cosmique. Or, comme la masse d'un atome augmente avec le nombre de neutrons, il est facile de déduire de ce qui précède que plus un isotope comporte de neutrons et plus il est lourd. Ce point est capital parce que dans toute réaction physique, par exemple l'évaporation ou chimique, la nature a tendance à favoriser les isotopes les plus légers qui réagissent les plus vite. Et surtout, fait capital pour nous, ce tri est d'autant plus efficace que la température est basse. Ainsi, a contrario, plus la température est élevée et plus les isotopes lourds sont présents en grande proportion à l'arrivée. Par exemple, plus il fait chaud à la surface de l'eau et plus les isotopes lourds de l'oxygène 17 et l'oxygène 18, l'isotope le plus léger et le plus abondant étant l'oxygène 16, sont présents en grande quantité dans la vapeur d'eau. Ce raisonnement s'applique également à l'hydrogène qui est le deuxième constituant de l'eau et qui comporte deux isotopes naturels, l'hydrogène normal, juste un proton, et le deutérium, un proton et un neutron, donc 2 fois plus lourd. Plus il fait chaud à la surface de l'eau qui s'évapore et plus la proportion de deutérium dans la vapeur d'eau est forte. Il existe des moyens techniques qui permettent de connaître la proportion des différents isotopes dans l'élément dans un échantillon analysé. Ces méthodes s'appellent l'analyse isotopique et utilisent souvent un appareil qui s'appelle un spectromètre de masse. Voici sur cette photo l'exemple d'un spectromètre de masse. C'est celui de l'Institut physique du globe à l'Université de Paris 6 à Jussieu. Par ailleurs, pour les isotopes radioactifs dont la proportion décroît avec le temps, le carbone 14 est l'exemple le plus connu, mais il y en a beaucoup d'autres, nous disposons d'une horloge qui permet d'accéder à une donnée utile pour reconstituer les températures du passé. Car moins il y a de cet isotope radioactif dans l'échantillon analysé, et plus il est vieux. Si nous avons la chance de pouvoir connaître quelle était la proportion de cet isotope dans l'échantillon analysé au moment de sa formation, nous pouvons, en mesurant la proportion restante de cet atome radioactif dans l'échantillon, en déduire son âge approximatif. Et ce n'est pas sans intérêt. L'analyse isotopique est donc une incomparable utilité pour l'étude des climats du passé. Après les coraux et les troncs d'arbres, un troisième matériau qui permet d'obtenir des choses intéressantes est tout simplement la glace, notamment les calottes polaires, mais aussi les glaciers continentaux. Comme il est expliqué dans l'encadré ci-dessus, la proportion des différents isotopes de l'oxygène et de l'hydrogène dans la glace permet de reconstituer la température qu'il faisait au moment où les précipitations de neige, qui se formera plus tard en glace, ont eu lieu. En effet, plus il fait chaud à la surface de la Terre, plus la proportion d'isotopes lourds, oxygène 18, deutérium, dans la vapeur d'eau est importante, et donc plus cette proportion est importante dans la neige qui tombe en Antarctique et au Groenland. Pratiquement, on va prélever une très longue carotte dans la glace des calottes polaires et à intervalles réguliers, on va prélever un peu de glace dans cette carotte et mesurer la proportion d'isotopes lourds. Comme l'épaisseur de la glace des calottes est très importante, cette méthode permet de remonter très loin dans le temps, plusieurs centaines de milliers d'années en Antarctique, mais bute sur un problème de datation fine des échantillons, car l'âge de la glace analysée ne peut généralement se déduire que d'un modèle d'écoulement de la glace, non de mesure directe effectuée sur cette dernière.
Une quatrième méthode pour reconstituer les températures qu'il a fait consiste tout simplement à mesurer la température sur toute la hauteur d'un trou de quelques centaines de mètres de profondeur creusé dans la terre. L'expression anglaise est borehole thermometry. En effet, la température le long du trou dépend de la température moyenne de surface qu'il a fait dans le passé et de la vitesse de diffusion de la température de surface vers les profondeurs. Ensuite, tout matériau conduit un peu la chaleur, et donc la température dans les premières centaines de mètres change au cours du temps en subissant les variations de température de surface qui se répercutent lentement en dessous, qui se superposent bien sûr aux variations de l'énergie géothermique qui fluctuent un peu aussi. Avec des petits calculs appropriés, mais ce serait bien incapable de les faire, il est possible de déduire les renseignements sur l'évolution de la température moyenne de surface au-dessus du trou. De tels trous ont été creusés en 600 endroits différents à la surface de la Terre, mais on considère que les indications fournies cessent d'être valables si l'on remonte plus de 5 siècles en arrière. Et en outre, des modifications de l'occupation des sols induisent des perturbations dans les résultats. Les résultats sont toutefois qualitativement convergents avec ce que l'on trouve ailleurs. Cette méthode peut aussi être utilisée dans le trou qui se forme quand on extrait une carotte de glace au Groenland ou en Antarctique. La température mesurée à diverses profondeurs du trou dépend à la fois de la température de surface qu'il a fait quand la glace s'est formée, puis de la manière dont cette température de surface a évolué depuis. Les modifications se répercutent lentement vers les profondeurs. Pour les périodes encore plus anciennes, on peut également analyser les sédiments marins, voire pâches sur les courants. Cette méthode permet de remonter dans le temps sur plusieurs dizaines de millions d'années et permet toujours de reconstituer les températures, voire encadrer sur la page des courants. Bien sûr, plus on remonte loin et plus le pas de temps, c'est-à-dire l'intervalle minimum qui sépare deux mesures, est important. L'analyse des sédiments marins vieux de quelques millions d'années par exemple ne permet pas d'obtenir quelque chose que des moyennes sur 1 ou 2 millénaires. De même, l'analyse des glaces polaires ne permet généralement pas une résolution supérieure à quelques années. Plus l'époque est récente, et plus la précision est grande, ce qui est cependant amplement suffisant pour le propos qui nous concerne. Et au final, que pouvons-nous en déduire? Si nous faisons une compilation de toutes les méthodes d'analyse, voici ce qu'a probablement donné l'évolution des températures sur l'hémisphère nord pendant le dernier millénaire. Évolution probable des températures sur 1000 ans, la légende en anglais signifie valeur mesurée avec des thermomètres, en rouge, ou déduite d'analyse des cernes, d'arbres, de coraux, de calottes de glace et d'archives diverses, en bleu. La courbe noire est la valeur moyenne sur l'hémisphère nord la plus probable, la zone grise, la plage des températures possibles, ou encore la marge d'erreur. Ce graphique illustre deux faits importants à mon sens. L'augmentation récente est déjà nettement marquée par rapport à une tendance générale qui était stable, voire en léger refroidissement. Toutefois, l'amplitude de ce réchauffement est du même ordre que l'incertitude liée aux méthodes d'estimation pour les années anciennes, ce qui fait dire à d'aucuns qu'on ne peut pas encore totalement éliminer la possibilité d'une seule variabilité naturelle. Sur ce deuxième point, peut-on tenter d'y voir plus clair? Avant toute chose, il est indispensable de comprendre qu'il est paradoxalement plus facile de prédire que la température va augmenter à l'avenir que de garantir que notre espèce porte l'essentiel de la responsabilité pour l'élévation constatée dans le passé. Pour prendre un exemple, que d'aucuns trouveront peut-être un peu simpliste, imaginons que nous rentrons dans une cuisine où la casserole d'eau tiède se trouve sur le feu. L'eau peut être tiède parce que le feu l'a déjà chauffée, ou parce que quelqu'un l'a mise tiède dans la casserole, ou un peu des deux en général. Mais même si personne n'est capable de déterminer précisément l'origine de la tiédeur, déjà visible, on peut prédire sans se tromper que l'eau va continuer de chauffer si on la laisse sur le feu. De même, pour notre climat, il est désormais considéré comme très vraisemblable que notre espèce est à l'origine d'une partie du réchauffement du XXe siècle, notamment à cause de ce qui est exposé dans le paragraphe qui suit. Mais à la limite, cette question peut rester sans réponse précise, sans que cela ne remette en cause la validité de la prédiction d'un réchauffement futur. Il y a en effet une conclusion robuste qui est que tant que la proportion de CO2 augmente dans l'atmosphère, la température augmentera ensuite. La question qui se pose pour le passé est de savoir si cette règle a déjà trouvé un début d'application significatif dans le passé, ou ce n'est pas encore le cas. Et pour finir sur ce point, si l'élévation de la température passée a surtout résulté de la variabilité naturelle, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Cela signifie que la variabilité naturelle nous pousse actuellement vers le haut, et que, en plus, nous allons prendre une élévation de température et une modification climatique associée liée à nos émissions de gaz à effet de serre.